Good morning again. Le président bien rebonjour. On m'a dit que les dieux de la technologie sont maintenant avec nous et que tout fonctionne. Donc, mettons-les à l'épreuve. Here's the floor. Vous avez la parole. Alors mettons-les à l'épreuve et commençons par l'extrait vidéo concernant le général Gay. Alors un mot là-dessus. Le procureur disait tout à l'heure qu'il s'agissait d'un reportage provenant d'une Italienne vivant à Paris. En fait, il s'agit d'un documentaire qui s'appelle La force d'un destin, qui a été réalisé par Henri Duparc en 2002, un réalisateur ivoirien reconnu. Pour préciser les choses. Voilà, je crois qu'on peut le voir. Le régime du président Bédié venait d'être renversé par un coup d'État militaire. Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je suis Monsieur le Président. Merci. Vous avez vu cette vidéo. Pouvez-vous d'abord nous dire qui apparaît sur cette vidéo? Laquelle? À l'instant. Les militaires, là? Oui. Oui. Voilà, ok. C'est le général Gueye, le chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Le général Gay. Oui. Avez-vous reconnu d'autres militaires sur les images? Oui, mais ça a été chose. Je connais des militaires sur l'image. Ça a été chose, c'est-à-dire... C'est un peu trop... Ça s'est vite arrêté. On peut faire un screenshot. Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous souhaitons faire un screenshot de l'image. Merci. Le président, allez-y, faites une capture d'écran. Alors, monsieur le témoin, vous avez sous les yeux, autour du général Gay, au moins deux visages. Est-ce que vous les reconnaissez? Les deux visages qui apparaissent bien là, je ne les connais pas bien. Mais les autres, je ne vois pas bien le visage. Mais à ma connaissance, c'est la vidéo qu'on connaît bien. Je crois que c'est le commandant Ibrahima Koulibaly qui est là. Et je crois que l'autre, là, c'est Okayapi. Donc, pour que les choses soient très claires, régime, vous nous dites que vous connaissez cette vidéo déjà Oui, je la connais. et que c'est de mémoire, parce que là, c'est vrai que c'est pas très... Ah, peut-être là, on voit mieux. Alors, pour les fins d'enregistrement, Monsieur le Président, c'est un deuxième extrait qui a été, dont l'image a été arrêtée, qui est plus précis que le précédent. Et sur ce deuxième extrait, c'est là, à 21h27. Et c'est là, Monsieur le témoin, que vous reconnaissez les personnes dont vous venez de parler, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Le commandant Ibrahim Koulibaly, que vous venez de mentionner, c'était qui? C'est celui qui est à ma droite, que je regarde à ma droite. C'est lui qui est Ibrahim Koulibaly, dit IB. Dit IB. Donc tout à l'heure, quand vous parliez du commando invisible et que vous disiez qu'il était commandé par IB, c'est ce même IB dont vous parliez. Oui?
Oui, monsieur. Oui, maître. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances du coup d'État? Pardon. Pour être tout à fait précis et aux fins d'enregistrement, du coup d'État dont nous parlons maintenant, illustré par les images que nous passons maintenant, qui est le coup d'État contre le président Bédié mené par le général Gay. Oui. Vous voulez savoir un peu comment le coup d'État a eu lieu? Ok. Il n'y a pas de problème. À ma connaissance, ce que je sais, je vais vous dire. D'abord, il y avait toujours le problème. Maître, vous me suivez? Okay. Il y avait toujours le problème, la politique intérieure de la Côte d'Ivoire qui s'est passée entre le président Bédié et M. Alassane Ouattara, dans laquelle il y a eu plusieurs problèmes internes encore au sein de la Côte d'Ivoire même, où laquelle M. Bédié avait même lancé un mandat d'arrêt contre M. Alassane. Et en ça aussi, laquelle même M. Bédié même avait demandé même l'arrestation même d'Alassane quand il était encore à Abidjan lorsqu'il lançait le mandat. Je crois même le directeur général de la police, qui est actuellement la police nationale de Côte d'Ivoire, à l'époque il était commissaire du plateau, a été même amené en mission à la domicile de M. Alassane, où laquelle même là-bas il a été frappé. Je crois qu'il a donné la convention, il n'a pas pu donner la convocation, je ne sais pas, mais il a été chassé de là-bas. Et en plus, dans les enquêtes, même le régime de Bédié même a allé plus loin même en allant prendre la maman de Alassane elle-même, je crois, à la PJ, pour envoyer la vie à la PJ pour l'auditionner sur la nationalité, sur l'identité même de M. Alassane, pendant toute journée. Je crois que la vie avait 70 ans ou 111 ans, toute la journée, elle était auditionnée là-bas, tout ça. Et ça créait même des crises politiques, tout ça, c'était pas bien. Et quand Alassane a quitté la Côte d'Ivoire, il est parti, Bédié avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et il avait fait, avant le coup d'État, un jour, je crois, ou 2 jours avant le coup d'État, il s'était rendu à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour faire un discours à la nation. Et il avait fait un discours qui était vraiment un peu trop fort, où il y avait les militants des FDL qui ont été arrêtés, les responsables, les responsables comme Ali Koulibaly, qui est aujourd'hui, je crois, ministre, et la madame aussi, qui est la grande chancellerie, je crois, aujourd'hui, Diabaté, j'oublie bien son nom. Et ils ont été tous en prison. Donc les Ivoiriens s'attendaient à un discours pacifique de la part de M. Bédié, qui devait libérer les militants, faire grâce, comme c'était Noël qui était proche, et qui devait faire grâce tout ça. Il n'a pas fait, il a maintenu sa décision, il a été ferme dans son discours. Et le lendemain maintenant, pendant que lui, il a quitté, il était encore à Abidjan même. Il était encore à Abidjan quand il y a eu les tirs. Les tirs ont commencé à avoir lieu à Abidjan. Et avec tout ça, il a été transporté, je crois, du palais présidentiel dans un hélico pour aller chez lui à Daoukro, pour aller fêter Noël comme l'habitude. Tous les ans, il faisait Noël là-bas. Donc, pour lui, c'était une affaire de pushistes qui réclamaient l'argent qui venait de l'Afrique, je crois l'Afrique centrale. Il y avait la guerre, ils étaient en mission. Et bon, ça profitait, il y a eu le coup d'État. Il a été renversé par le général Guèye. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire le général Gay quand il dit « Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire » ? Bien, maître, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, pour vous donner l'importance même de la RTI, l'importance de la RTI. Quand le général Guèye, ils ont pris
ils ont réussi à prendre la RTI. Et même si ce n'était pas lui, même si c'est moi que je prenais la RTI, je venais me présenter et puis je disais à partir d'aujourd'hui, cette instance, le gouvernement qui est là n'est plus le gouvernement, le président qui est là n'est plus le président et que je dessus toutes les institutions de l'État de Côte d'Ivoire et nous allons procéder et nous allons mettre en place un nouveau gouvernement de transition. Ça, c'est pour ça qu'il vous disait que c'était très important la stratégie de prendre la RTI. Parce que là, il passe la communication en disant que le président Bidjan n'est plus le président de la Côte d'Ivoire et que tout est dessus. Donc, la prise de la RTI est une étape essentielle de la prise du pouvoir. Et vous venez de nous dire que c'est illustré par le coup d'État mené par le général Gay, qui, lorsqu'il prend la RTI, peut apparaître, ou apparaît, comme le nouveau détenteur du pouvoir, c'est ça? Oui, bien, il était devenu le nouveau maître de la Côte d'Ivoire. Ce coup d'État dont nous parlons, c'est janvier 2001, c'est ça? Je crois bien, 2001. Non. Je crois. C'est quelle date ce coup d'État? 99, non? 99, d'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Donc en 99. Et à votre connaissance, un peu plus tard, est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles tentatives de prise de la RTI à l'occasion de nouveaux coups d'État? Si, maître, je l'ai déjà dit ce matin. J'ai dit, il y a eu, pendant la période de la transition militaire, il y a eu 2 ou 3 fois des tentatives de coup d'État contre le général Gueye lui-même. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'un coup d'État en particulier? Oui, je crois, je me souviens d'un coup d'État où il y a eu des morts. Il y a eu des morts où la résidence même du général Gueye a été attaquée. Lui-même, il a échappé de justesse. Son cheval blanc même qui était dans la cour a été tué. Et je crois que je me souviens même de cette période-là. Je me souviens de ça. C'est ce qu'il vous a dit, oui. D'accord. Et là, la RTI était un enjeu. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu encore d'autres tentatives de coup d'État? Comme je viens de vous le dire, il vous a dit, il y a eu plusieurs coups d'État. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 coups d'État qui ont été manqués contre le général Gueye. Je crois bien. Et qui menait ces coups d'État? Et qui était derrière ces coups d'État? Mais c'était, je crois, selon nos informations, moi je ne peux pas vous confirmer, selon nos informations, c'était toujours les mêmes groupes IB là, qui faisaient les coups d'État. Donc ce que vous nous dites, c'est que tous ces coups d'État, ce sont les mêmes personnes, en particulier le nommé IB. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est vrai aussi pour les coups d'État ultérieurs? Par exemple, nous savons, puisque vous en avez parlé, qu'il y a eu un coup d'État en septembre 2002. Oui, parce qu'il y a des éléments qui ont été pris, qui étaient aussi dans le coup d'État qu'ils ont fait contre Bédié, qui étaient dans ce coup d'État. D'accord. Donc c'est toujours le même groupe de personnes qui essaient de renverser le président qui est installé au pouvoir à Abidjan. C'est ça? Le président militaire. Oui. D'accord. Alors, nous voudrions passer une vidéo dont voilà le numéro CIV-D15-0002-0112 timecode 1421 à 1444, qui est un extrait du journal télévisé de France 2,
France 2 étant une chaîne française, du 8 janvier 2001. Cela devient presque la routine à Abidjan. Une demi-douzaine de coups de force en un peu plus d'un an. Celui de la nuit dernière a échoué. Échange d'armes automatiques et d'armes lourdes pendant plusieurs heures. Télévision et radio occupées par les mutins, mais presque aussitôt reprises par l'armée. Tout cela s'est passé à quelques mètres du domicile d'Hubert Merol, du bureau de France 2 à Abidjan. Vous avez pu voir l'extrait? Le début n'était pas sorti. Ah. Monsieur le Président, avec votre autorisation, est-ce qu'on peut repasser le début? Yes. Oui, allez-y. Cela devient presque la routine à Abidjan. Une demi-douzaine de coups de force en un peu plus d'un an. Celui de la nuit dernière a échoué. Échange d'armes automatiques et d'armes lourdes pendant plusieurs heures. Télévision et radio occupées par les mutins, mais presque aussitôt reprises par l'armée. Tout cela s'est passé à quelques mètres du domicile d'Hubert Merol, du bureau de France 2 à Abidjan. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous voyez à quoi ce reportage fait référence? À quelle tentative de coup d'État ce reportage fait référence? Objection. I think you said... Je crois que vous avez dit qu'il fallait demander au témoin d'abord s'il reconnaît la vidéo, au lieu de présenter les choses. Le président, en effet. Donc demandez-lui d'abord s'il l'a vu, s'il sait de quoi cela parle. S'il vous plaît. Ça, c'était lorsqu'il a été question de ce document open source, dont c'est vrai, on ne sait pas grand-chose. Ici, il s'agit d'un extrait d'un journal télévisé français. Donc, il y a peu de chances que le témoin l'ait vu, mais on peut toujours lui poser la question. Ma question porte sur les images. Les images, le contenu, pas le journal lui-même, mais le contenu, et savoir si ça rappelait au témoin. C'est un petit peu... il faudrait peut-être demander au témoin d'enlever ses écouteurs avant que j'aille plus loin, même s'il entend. He has already. Bon. Enfin, il entend. Donc il s'agit de lui poser des questions sur, et là je suis vague exprès puisqu'il entend, sur ce qui a pu se passer à ce moment-là, savoir s'il peut nous donner des éléments là-dessus qui nous seront utiles dans le cours de la démonstration générale. On peut le dire autrement, il s'agit d'obtenir des éléments indispensables que ce témoin peut nous fournir concernant la vérité des événements qui se sont déroulés tout au long de cette crise ivoirienne. Yes, but it's not very... Oui, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre affaire, avec cette vidéo, quand même. But in any case, I just... Cela dit, très bien. Allez-y, posez la question. Et, bon, alors je vais procéder un peu autrement, de manière, disons, plus progressive. Ces images que nous venons de voir vous rappellent-elles quelque chose? Oui, ces images me rappellent, mais ces images, moi, je ne les ai jamais vues à la télé. Moi, je n'ai pas regardé ces images, mais je sais que c'était la période que je viens de vous dire tout à l'heure, les attaques de coup d'État échouées. C'est de ça que j'ai parlé. D'accord. Et vous nous avez parlé d'une succession de coups d'État en nous donnant des éléments d'information très intéressants. Là, il s'agit de quel coup d'État, si vous pouvez nous le dire? Si je me rappelle, ça doit être peut-être la deuxième ou le premier coup d'État. Parce que je vous ai dit, il y a eu 2 ou 3 coups d'État échoués dans la période de transition. Donc vous vous souvenez des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les mutins, qui étaient les rebelles, qui étaient ceux qui s'étaient révoltés?
Mais à ma connaissance, ils avaient arrêté des personnes. Donc, je pense que c'est toujours les mêmes qui faisaient les mêmes actions de coup d'État. Puisqu'il y avait des gens qui ont été arrêtés par les gens du général Gueye. Donc, je pense que la gendarmerie peut mieux situer, parce que moi, je n'ai pas le rapport, mais je sais que c'est toujours les mêmes qui faisaient les mêmes coups d'État. D'accord. Et pour illustrer vos propos de tout à l'heure, il est dit dans le reportage « Télévision et radio occupées par les mutins ». Oui, c'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est votre témoignage que de dire qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, une tentative violente de saisine du pouvoir, elle passe par l'occupation de la RTI. C'est bien cela? Oui, c'est bien ce qu'il a dit depuis que je suis là, et c'est la vérité. En Afrique, quand tu fais un coup d'État, il faut prendre la télévision. Très bien. Alors, il y avait une deuxième vidéo, Monsieur le Président, qui devait être passée, avec votre autorisation. Related to this morning, to Oui, the oui. first session. Oui, Yeah. On l'a fait ce matin, n'est-ce pas? Première séance. Can we relate the Monsieur McDonald, est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau le RN, s'il vous plaît? Ce serait fort utile, en tout cas pour le dossier. Bien sûr. Alors, le numéro CIV-D15-0001-0578. C'est un... Alors, le timecode du début à la seconde 52. Et c'est un extrait du journal télévisé de la RTI du 16 décembre 2010. Du 16 décembre 2010. À Abobo PK18, un élément des forces de défense et de sécurité a été brûlé vif par des manifestants. Le soldat nommé Adama Sanogo a péri dans l'incendie d'un immeuble occasionné par des assaillants camouflés parmi les marcheurs. Les images sont fortes, âme sensible, s'abstenir donc, nous prévient Alvorassa. Bien triste, le spectacle qui nous a été donné de voir ce jeudi 16 décembre à Abobo PK18. Des assaillants camouflés parmi les marcheurs du RHDP ont incendié un immeuble dans ce quartier d'Abobo. Et puis, ils ont brûlé vif un élément des forces de défense et de sécurité à son domicile. Monsieur le témoin, vous avez vu ces images atroces. Est-ce que c'était cela que vous vouliez dire tout à l'heure, quand vous disiez que les corabiers avaient été chassés et que certains avaient fui et d'autres avaient été tués? Est-ce que vous aviez en tête des images comme celle-ci ou cette image en particulier? Non, c'est pas qu'il y a des images, d'autres images, mais c'est un exemple que je vous ai donné, comme ce que vous venez de voir. Comme je vous ai dit aussi que il était arrivé un moment, il y avait la guérilla. Il y avait la guérilla, les gens étaient organisés en guérilla. Et ça fait que les gens s'en prenaient un peu à tous ceux qui étaient des FDS. Il fallait que les gens quittent Abobo. Mais il y avait d'autres personnes aussi qui n'ont pas été brûlés, mais qui ont été tués, qui étaient des policiers, qui habitaient à Abobo. Et ça, tout le monde sait, c'est la vérité. Et ces attaques et ces meurtres de policiers ou de FDS en général, est-ce qu'elles ont eu lieu aussi en dehors d'Abobo? Je ne sais pas. Il y a eu des attaques un peu partout. Il y a eu plein d'attaques partout. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir si... C'est qu'on est en train de parler d'Abobo, je suis en train de vous expliquer comment ça fait que les gens, les fonctionnaires qui travaillaient, qui habitaient à Abobo, qui quittaient Abobo, qui n'habitaient plus à Abobo.
que les choses soient claires, parce que nous, après, on va relire ce que vous avez dit, et il faut que ce soit clair, parce qu'on ne se rappellera pas nécessairement de tous les détails. Vous nous dites qu'il y a eu, il y a eu des attaques menées par des rebelles partout dans la ville d'Abidjan. C'est cela? Je vais dire même partout en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement dans la ville d'Abidjan. Moi, je vous parle en général. Moi, là, je vous parle de la crise en général. Vous êtes des techniciens, vous voulez savoir des choses précises, mais moi, je vous parle en général. La Côte d'Ivoire a connu une guerre, une crise, où il y a eu des problèmes partout. C'est de ça que moi, je vous parle. D'accord. Bon, mais écoutez, je crois qu'on peut passer le 3e extrait que nous avons essayé de passer ce matin, avec votre permission. What is, again, the number again? Le procureur, pourriez-vous nous rappeler le numéro de référence, s'il vous plaît? Alors, CIV-DEC15-00301-0004 11 61. Time code 39 52 à 41 21. Pourquoi ne pas commencer au début? La cachette principale pour le combat du fameux carrefour Agripac. C'était la cachette principale où les éléments se cachaient ici pour attendre les chars, les éléments de pro-Gbagbo. En tout cas, tous ceux qu'on faisait prisonniers du côté des forces Gbagbo, tous ceux qu'on faisait prisonniers, on les amenait ici. Et en tout cas, ce qui se passe, se passe. Voilà. Donc, ici, tous les soldats se cachaient ici. Ils se cachaient ici. Et quand on voit que les troupes de Gbagbo se sont attroupées au carrefour Agripac, on sortait pour les attaquer. Voilà. C'est ainsi qu'on faisait des victimes, plein de victimes partout. Et puis, en tout cas, tous ceux qui disent que la guerre a commencé à Bobo, non, ça c'est faux. La guerre a principalement commencé à PK18 ici. C'est moi qui parle. PK18. Donc, le jour de la marche, le 16 décembre là, le 16 décembre, le jour de la marche là, en tout cas, toute la ville d'Abidjan était concernée par la marche. Mais après la marche, les combats se sont déroulés à Pékin. Vous avez vu l'extrait? Oui, maître. Reconnaissez-vous quelqu'un sur ces images? Est-ce que les différentes personnes qui sont là vous disent quelque chose? Non, mais pas du tout. Cette vidéo, je l'ai déjà vue, mais pas, je ne les connais pas, ceux-là. Je ne les ai jamais vus. Alors, vous avez déjà vu qui? Peut-être à la télévision, hein. Je ne vous demande pas si vous les connaissez personnellement. Je vous demande si ces images vous sont familières d'une manière ou d'une autre. Non, je vous demande si ces figures, ces personnes vous sont familières d'une manière ou d'une autre. D'accord. J'ai vu ces images-là sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais vu à la télé. D'accord. Est-ce que l'une de ces personnes, j'en vois 5 là, sur l'image que j'ai devant les yeux, est-ce que l'une de ces personnes, vous l'avez déjà vue ailleurs, sur une autre image, sur... Enfin, Ça serait difficile pour moi, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense pas.
Bon, on va revenir à Bobo si vous voulez bien. Oui. Alors, on va revenir à Bobo. Vous parliez tout à l'heure de combattants armés et de mercenaires dans les places fortes des rebelles, disons, pour faire simple. Est-ce qu'il y avait aussi, à votre connaissance, des dozos? Ben, moi, je l'ai dit, ici, les dozos, ce sont des chasseurs traditionnels que eux, ils ont pris part ils ont pris part à la crise ivoirienne. Ils ont vraiment pris part à la crise ivoirienne. Et ce n'est pas caché. On les voit partout, même jusqu'à aujourd'hui. Les dozos, aujourd'hui, sont là dans certains villages après la sécurisation de la population. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on va cacher. Tout le monde le sait. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Les dozos ont pris part de la crise ivoirienne. Ils sont pris part dedans. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, les dozos sont toujours présents dans des villages, si c'est ce que vous venez de dire, ou à Abidjan, parce que c'est l'une des questions que je vous pose, pour assurer la sécurité. Autrement dit, et c'est ma question, est-ce qu'ils font office de force de l'ordre? Bon. S'ils font office de force de l'ordre, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de définir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous dis, puisque après la crise, dans les périodes, nous, on a fait des tournées politiques. Nous sommes allés dans les villages pour aller apaiser et calmer les Ivoiriens et les demander à se réconcilier. Il existe toujours des dozos. Donc, c'est votre témoignage de dire que les dozos étaient très nombreux pendant la crise dans les places fortes rebelles à Abidjan. C'est bien cela? Oui, les dozos sont beaucoup nombreux. Les chasseurs traditionnels sont beaucoup nombreux. Ce sont des chasseurs traditionnels du Nord. C'est une vieille histoire. Le procureur, je crois que le témoin doit comprendre. Le juge président interrompant. Un instant. Allez-y maintenant. Le procureur, je ne suis pas certain que le témoin a compris l'amalgame que vient de faire mon contradicteur dans sa question en mentionnant le lieu. Le témoin est en train de parler de village et mon contradicteur souhaite parler d'une ville. Je crois que ceci doit être précisé pour que le témoin comprenne de quoi il s'agit. Je ne voudrais pas avoir à reposer des questions en interrogatoire supplémentaires. Le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser ces deux éléments? Alors, je vais vous poser des questions pour éclaircir votre réponse, si je puis dire. Vous avez dit qu'aujourd'hui, les dozos sont toujours présents dans un certain nombre de villages. C'est ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Oui. Alors, ma question, est-ce qu'ils sont présents aussi ailleurs? Et si vous voulez savoir ce que je souhaite savoir, est-ce qu'ils sont présents dans des villes? Parce qu'un village, c'est petit. Est-ce qu'ils sont présents dans des villes plus grandes? Oui. Est-ce qu'ils sont présents à Abidjan? Non, Abidjan, depuis un moment, on ne les voit pas. C'est rare qu'on les voit à Abidjan. D'accord. Jusqu'à quand ont-ils été présents à Abidjan? Mais après même l'arrestation du président Laurent Gbagbo, ils étaient encore à Abidjan. Ils ont même... Parce qu'après, ils étaient devenus comme des gardiennages privés. Ils surveillaient des sociétés privées, ils surveillaient des maisons. Il y a des gens qui prenaient les prestations de services pour des raisons de sécurité. Mais aujourd'hui, je crois, avec l'évolution des choses, les choses sont mises en place. Ils sont pas, moi, je ne les vois pas bien actuellement. Là.
Vous avez dit, dans votre témoignage du 9 mars 2016, page 12, lignes 27 et 28, et page 13, lignes 1 à 10, à la question, vous avez mentionné que lorsque l'on portait des gris-gris, on associait ça aux rebelles. Pourquoi? Vous avez répondu, oui, on associait ça aux rebelles. Parce que la plupart des combattants qui sont venus du Nord, c'était des dozos. Et comme tout le monde sait que les dozos, ce sont des chasseurs traditionnels, qui utilisent un genre de truc mystique, ce sont des fétiches. Les fétiches ou des gris-gris, vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des choses mystiques africaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est précisément et ce que cela signifiait, ces gris-gris ou ces fétiches, pour les dozos? Ça signifiait quoi? Moi, je crois que je l'ai déjà répondu au bureau du procureur ici, et je vais vous répondre la même chose. Et je vous ai dit que les dozos avaient pris part de la crise même. Ils étaient vraiment, avaient pris une position dans la crise. Maintenant, ce qui c'est les gris-gris, comme nous appelons les fétiches africains, tout ça, chaque personne avait des éléments, avait des fétiches. Par exemple, il y a des fétiches, ils considèrent que quand tu tires sur lui, ça ne lui pénètre pas. Ou il peut devenir invisible. Il peut devenir invisible devant vous. Il y en a d'autres même, ils s'arrêtent au mur et puis ils traversent le mur. Ils avaient toutes sortes de fétiches mystiques, qui avaient des pouvoirs mystiques. Moi, c'est ce que... Et moi, je les connais bien, les dozos. Ils ont des pouvoirs mystiques. D'accord. Combien, si vous pouvez nous le dire, si vous pouvez nous donner une simple approximation, combien, à votre avis, pouvait-il y avoir de dozos à Abidjan pendant la crise? Mais ils étaient nombreux quand même. Ils étaient beaucoup nombreux. Ça peut être peut-être 2000, 3000, 4000, je ne sais pas, mais ils étaient nombreux. Hein. D'accord. Et à un moment, en mars 2011, sont venues, fin mars, d'autres troupes rebelles du Nord. Est-ce qu'elles étaient accompagnées de dozos? Quand vous dites fin mars, quelle année? Fin mars 2011. 11. Ou début avril 2011. Dans la période où on était vers la fin de la crise. Là. Ok. Oui. Mais comme je vous ai dit, je l'ai toujours dit ici, que il y a eu beaucoup. Ils étaient beaucoup. Les films, vous avez les films, vous avez toutes les preuves. Il y avait beaucoup de dozos qui étaient venus, qui sont rentrés pour venir déloger le président Gbagbo. Beaucoup de dozos sont portés volontaires pour venir déloger le président Gbagbo. Beaucoup. Et donc, si l'on prend simplement ceux qui arrivent à ce moment-là, en fin mars ou début avril, je parle des dozos, ceux qui arrivent à Abidjan à ce moment-là, combien sont-ils à peu près? Une simple approximation, si vous pouvez la faire. Moi, à ma connaissance, c'était plus de 5000. Hein. Parce que pour venir déloger Gbagbo à Abidjan, il fallait le faire. Bon. Donc, je vais vous poser une question pour voir si j'ai bien compris. Oui. 5000 qui descendent du nord, 2000, 3000 ou 4000 qui sont à Abidjan, ça fait 7, 8 ou 9000. C'est ça? Oui, si vous voulez bien, parce que avant, les dozos étaient déjà à Abidjan il y a longtemps. Puisque même avant la crise, on avait les dozos partout à Abidjan qui étaient, comme je l'ai dit là, les gens les prenaient pour faire les prestations de services, c'était des gardiens. Ils étaient arrivés à Abidjan il y a longtemps. Vous savez, le renversement de Gbagbo, c'est un truc qui a été préparé bien longtemps. Ils étaient à Abidjan il y a longtemps. Le renversement de Gbagbo, il a été préparé il y a longtemps.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Et quand, il y a longtemps? Non, je vais dire depuis les premières attaques. Depuis les premières attaques, et puis depuis que Jacques Chirac, la France-Afrique n'a plus voulu du président Gbagbo. C'est dans les périodes où la crise a commencé. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis, hein, et ça je ne le cache pas, le monde entier le sait, il n'y a pas un pays francophone en Afrique, quand tu n'es pas avec la France-Afrique, tu restes pas. On va t'enlever. C'est clair. Et ça, je ne le cache pas. Le président Gbagbo, c'est parce qu'il est très nationaliste, il n'a pas voulu céder à beaucoup de choses, qu'on l'a enlevé. Et ça, c'est clair. Ça, toute la Côte d'Ivoire le sait, l'Afrique le sait, le monde même sait. C'est pas pourquoi on tourne autour du pot. C'est la vérité qui est là. Il n'y a rien d'autre. Donc, si je comprends bien, parce que c'est très important, parce que c'est votre témoignage aujourd'hui, ce que vous nous dites là. Oui, c'est la vérité que je parle. Mais je vais essayer je vais reformuler un tout petit peu pour voir si j'ai bien compris. Oui, allez-y. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas un pays en Afrique, ou plutôt, il n'y a pas un dirigeant en Afrique francophone qui ne puisse rester au pouvoir sans l'aval de la France. Et quand la France considère que ce n'est pas, qu'il ne plaît plus, pour différentes raisons, il tombe. Et vous avez illustré ça avec le cas du président Gbagbo, en disant que dès la période du président Chirac, alors il faut expliquer peut-être à la Chambre que le président Chirac a été président en France de 1995 à 2002, pour situer les choses, c'est-à-dire au tout début de la crise ivoirienne, que dès la période du président Chirac, il a été décidé de faire tomber le président Gbagbo. C'est ça que vous nous dites, c'est ça votre témoignage. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Je l'ai dit en général même, de l'application de la francophonie. Je le dis, dans les pays d'Afrique francophone, les anciens colons français, quand un dirigeant africain qui ne fait pas l'affaire du colon, on l'enlève par tous les moyens. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi on va casser la tête. C'est ça qui est la vérité, il n'y a rien d'autre. On se casse la tête parce que c'est un procès, donc Excusez-moi, maître, oui. Si vous me permettez, monsieur le président. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui que je vous parle, le président, monsieur Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, décide de s'en passer de la France ou de s'en passer de monnaie, le CFA, et devenir indépendant de la Côte d'Ivoire, demain matin, il serait le premier dictateur de l'Afrique. Il serait accusé d'être le premier dictateur de l'Afrique. Il serait accusé de tout pour qu'on puisse l'enlever. Aujourd'hui, il y a la stabilité, il fait l'affaire de la communauté internationale. Vous avez vu la crise qui s'est passée, la guerre de la Côte d'Ivoire. Des gens, tout était détruit. Mais puisqu'il est soutenu, il a fait une ouverture politique avec les autres pays, il est soutenu aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont mis les moyens à sa disposition. Et le pays a retrouvé sa stabilité, les constructions partout. C'est pour vous dire que tout ça, ce n'est pas intérêt. Rien que intérêt. Il n'y a pas de pro-Alassane, il n'y a pas de pro-Gbagbo. Il n'y a que des Ivoiriens qui sont manipulés, qui ont des problèmes. C'est tout. Moi, c'est tout. C'est ce que je vois. C'est ça, mes témoignages, c'est tout. Je ne vais pas aller loin que ça. Moi, je ne veux pas qu'on fait croire au monde ou aux Ivoiriens qu'il y a deux parties de Côte d'Ivoire. Il y a pour Alassane et il y a pour Gbagbo. Cet langage ne me plaît pas parce que ça divise la Côte d'Ivoire. Ça ne me plaît pas. Je ne veux pas voir mon pays divisé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas divisé. On n'est pas pour Alassane ni pour Gbagbo. On est des Ivoiriens qui vivent ensemble. Aujourd'hui, et c'est mon souhait que les Ivoiriens se pardonnent. On parle à la réconciliation aujourd'hui pour que le passé ne soit plus un retour, que ce soit de mauvais souvenirs. Parce qu'il y a eu trop de morts, trop de pertes humaines. Mais comme je vous le dis, c'est ça le problème. Le problème de Gbagbo, la France n'a plus voulu de lui. Et c'est clair. Quand vous voyez le discours de la première dame, c'est un discours qui a été... On comprend déjà ce discours, ce que vous avez dit. C'est ça le problème. C'est ça qui est le problème. Il n'y a pas d'autre problème. C'est ça. Et comme M. Alassane, M. Ouattara et M. Gbagbo, pour moi, ça c'est mon analyse à moi,
Ce sont des pions qu'on joue avec eux. Le jour qu'il ne sait plus, on le jette. Et c'est ça la vérité. Monsieur Maître, c'est ça qui est la vérité. Et toute la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il a dit, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça la crise. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Merci, Maître.